Durablement engagé, le podcast de l'Académie de Besançon. Bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Durablement engagé dans lequel nous abordons chaque mois des sujets autour du bien-être, de la citoyenneté, de l'ambition et de la réussite des élèves. Ce podcast donne la parole aux acteurs qui œuvrent et qui s'investissent chaque jour pour la jeunesse. Nous recevons aujourd'hui Julien Roche, conseiller technique pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Nous allons investir avec lui la notion de l'école pour tous et comment l'école et ses acteurs se mettent en dynamique pour accueillir chacune et chacun de ses élèves à besoins éducatifs particuliers. Bonjour Julien Roche. Bonjour. L'Académie a fait de la réussite, de l'ambition, de la citoyenneté et du bien-être des élèves ses valeurs cardinales. En quoi l'école pour tous contribue à tout cela ? Écoutez, l'école pour tous repose sur deux piliers. Le premier, c'est la conviction absolue que chaque enfant, chaque élève possède la capacité d'apprendre et de progresser. Et le deuxième, c'est l'inconditionnalité de la place d'un enfant à l'école avec ses pairs. Dans une démarche d'autodétermination, de son parcours, avec et par les familles évidemment. Mais finalement, penser l'école pour tous, c'est reconnaître l'altérité, et c'est l'altérité qui fait société. Et alors, comment mettons les élèves en condition de réussite ? Alors ça tout dépend de quelle réussite on parle, réussite au pluriel. Je crois qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question de conditions à mettre en œuvre pour que les élèves réussissent. Il y a plusieurs ingrédients. Avoir confiance déjà en sa capacité d'agir en tant que professionnel, je pense que c'est la base. Ensuite, considérer les besoins dans un contexte d'apprentissage. Quels sont les besoins d'un enfant, d'un élève au regard de sa situation scolaire. Prendre appui sur les ressources disponibles dans ce contexte. Et elles peuvent être nombreuses. Proposer des adaptations et des situations accessibles à tous et à toutes. Et puis, je crois que prendre appui sur, avant tout, le collectif et sur des expertises qu'on appellera des expertises croisées et complémentaires entre professionnels. Dans tout ce que vous venez de nous dire, Julien, n'y a-t-il pas un objectif de donner à ces élèves à besoins particuliers une projection dans la société ou une perspective d'avenir ? Et quand on dit élèves à besoins particuliers, déjà on catégorise, on crée des catégories. Alors, il ne me paraît pas scandaleux de donner plus d'attention à ceux qui en ont le plus besoin. Mais derrière la notion de besoin éducatif particulier, il y a aussi la notion d'équité éducative, c'est-à-dire tous les mêmes chances. Par opposition ou par complément à la notion d'égalité, qui serait de dire que tout le monde est pareil, semblable et doit avoir la même chose. Pour se projeter dans sa vie d'adulte, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, il faut, me semble-t-il, prendre appui d'abord sur ses compétences, sur ses potentiels, sur ses envies, sur ses projets. À l'école, quand on parle d'élèves à besoins éducatifs particuliers, on l'envisage souvent par le prisme des difficultés, des troubles, des incapacités, des lacunes, des problèmes. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de difficultés, il en existe beaucoup, sans aucun doute, elles sont nombreuses, elles représentent un défi pour les personnes qui accompagnent, qui encadrent au quotidien, mais dans cette notion d'école pour tous, il est quand même intéressant d'envisager aussi et d'aller chercher finalement les capacités, les potentiels, les compétences de chacune et chacun des élèves qui nous sont confiés. Maintenant, la finalité de l'acte d'éducation, c'est bien d'être sur l'insertion sociale et professionnelle des élèves, quels que soient les élèves et quelles que soient leurs difficultés. Est-ce qu'il y a des bénéfices pour le collectif ? Quand je parle de collectif, je parle des élèves d'une structure scolaire ou des équipes pédagogiques et éducatives. Il y a toujours un bénéfice d'aller chercher non pas les difficultés, non pas les troubles, non pas les incapacités, mais d'aller chercher finalement les potentialités de chaque élève. Alors dans des parcours divers, dans des parcours variés, aussi riches soient-ils, Charles Gardou disait « il n'y a pas de vie minuscule ». Dans la littérature, il est démontré maintenant depuis de nombreuses années que l'accueil de la diversité au sein d'une classe permet, en tout cas ne nuit pas à l'ensemble du collectif classe. Au contraire, et ne nuit pas à la progression des meilleurs élèves. De quelle société parlons-nous et quelle société préparons-nous en tant que professionnels de l'éducation quand on parle d'école pour tous? Est-ce que c'est une société où certaines et certains n'auraient leur place ou ne seraient acceptés qu'à la condition d'être comme ceci ou d'être comme cela? Ou est-ce que c'est une société qui reconnaît, ce que je disais tout à l'heure, l'altérité, la différence comme une richesse, comme une source d'épanouissement? Demandez par exemple aux équipes des écoles, et il y en a dans l'académie qui scolarisent des élèves polyhandicapés, ce que ça apporte à l'ensemble
des élèves, des enfants, pas simplement aux enfants qui sont scolarisés, mais aussi aux enfants et à l'ensemble de la communauté éducative qui partagent leur temps et leur temps de vie avec eux. Je pense que c'est cet enjeu-là de créer un territoire, dans les territoires, des collectifs professionnels. Alors, en collaboration, quand je dis professionnel, c'est pas que les enseignants, multiprofessionnels qui permettent de créer tout ça. Alors, c'est parfois un équilibre très très délicat. Quelle addition de compétences, à quel moment, pourquoi faire, comment on fait pour créer ces additions de compétences, mais finalement, c'est le rôle et la vie de centaines ou de milliers d'enseignants, c'est la vie scolaire, les familles, les enseignants spécialisés, parfois les accompagnants d'élèves en situation de handicap quand c'est nécessaire, parfois les personnels médico-sociaux quand c'est nécessaire, des professionnels de santé, les éducateurs, la liste non exhaustive des associations partenaires et également de l'aide sociale à l'enfance, parfois aussi. Finalement, on a l'impression qu'il s'agit surtout d'une question globale de bien-être et d'épanouissement des élèves. Oui et non. Bien-être et l'épanouissement des élèves, c'est à la fois un moyen et une fin. Un moyen car c'est évidemment nécessaire de se sentir bien épanoui pour progresser, pour apprendre. Sans ça, l'acte d'apprentissage en lui-même est un peu entravé. C'est aussi une fin en soi, car c'est un objectif en soi que de permettre à nos élèves de grandir et de s'épanouir dans leur contexte de vie, qui est majoritairement, ou en tout cas pour une grande partie de leur vie, l'école. Et je dis non parce que l'épanouissement et le bien-être naissent aussi de ce qu'on propose nous, comme activité significative, signifiante pour les enfants, et dans un contexte d'apprentissage. On peut s'épanouir dans des contextes de loisirs, on peut s'épanouir dans des contextes associatifs, on peut s'épanouir dans dans le contexte familial. L'école a quand même cette mission d'apprentissage, et donc on s'épanouit aussi par l'apprentissage et par la réalisation de ses progrès. Vous avez été professeur des écoles, formateur, enseignant spécialisé et désormais conseiller technique pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Par rapport à ce parcours, c'est quoi pour vous être durablement engagé ? Alors selon moi, être durablement engagé, c'est prendre sa part au sein d'un collectif, alors avec conviction, enthousiasme, dynamisme, optimisme, et puis c'est contribuer, modestement, puisque c'est un individu dans un collectif de professionnels, mais quand même de manière pérenne, consistante, constante aussi, quelle que soit sa place, sa mission, sa fonction, d'enseignant, de formateur, d'inspecteur, et puis à son niveau, à la réalisation la réalisation des individus, encore une fois, au sein d'un collectif. Des élèves, des enfants, des jeunes qu'on accompagne, des futurs citoyens qu'on accompagne au sein d'un collectif. En ce qui concerne l'école pour tous, il y a 60 ans, on appelait certains enfants, qu'on dit maintenant à besoins éducatifs particuliers, qui allaient peu à l'école, ils étaient dénommés des arriérés, des anormaux, des débiles légers. Maintenant, on parle d'élèves, on parle d'enfants, on parle de jeunes, on parle de progrès, on parle d'épanouissement. Donc, ces 2 petites décennies d'engagement, c'est pas énorme au regard de tous les... si on leur place dans le temps d'un processus long qu'est l'école pour tous et de ce qu'on a fait comme chemin. Progrès, épanouissement des jeunes, des élèves, c'est donc ça, la philosophie de l'école pour tous. Merci Julien Roche. À bientôt chers auditeurs, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast durablement engagé.